Maître Sylvain Tantin, bonjour. Bonjour. Nous rappelons que vous êtes le président de la Chambre des notaires de la Guadeloupe. Et avec vous aujourd'hui, nous traiterons de grands thèmes sur la base de l'immobilier et de la nécessité par voie notariale. Mais aujourd'hui, autant nous allons parler de la préparation du contrat de vente, mais surtout aujourd'hui de la protection de l'acquéreur de manière ordinaire. Mais là, faites-nous un appel sur un thème que nous avions vu, sur les préparatifs à l'acte de vente lui-même. Voilà, en à peine 2 minutes. Très bien. Nous avions vu qu'avant de signer un contrat de vente, il y avait des préparatifs. On signait en général un compromis de vente ou une promesse de vente, ce que nous appelons de façon générale un avant-contrat. C'est un contrat qui permet de figer et de fixer les volontés des parties. Donc une promesse de vente où il y a un vendeur qui promet de vendre et un acquéreur qui promet d'acquérir. Une fois que la promesse de vente est signée, on part du principe donc que les gens sont d'accord sur ce qu'ils vendent de côté et ce qu'ils achètent de l'autre, et ils sont d'accord également sur le prix. Une fois que cette promesse de vente est signée, je l'indiquais, il y a un certain délai qui est nécessaire pour arriver à la signature de l'acte authentique de vente, l'acte définitif, qui constituera le titre de propriété de l'acquéreur. Ces délais qui peuvent paraître longs pour certains sont malgré tout nécessaires pour un certain nombre de vérifications. Nous verrons aujourd'hui, si vous le voulez, plus particulièrement des vérifications qui porteront sur les protections ou la protection que la loi donne à l'acquéreur ordinaire, c'est-à-dire l'acquéreur qui n'est pas un professionnel. Merci. Alors, d'autant dans cette notion de préparation au contrat de vente, ou si vous préférez, avant la vente, il y a à la fois le vu pour la protection du vendeur. Bien sûr. Donc, nous vous invitons à rester à l'écoute pour cette émission si vous êtes concerné par vous en tant que vendeur. Mais aujourd'hui, pendant moins de 30 minutes, nous verrons la protection de l'acquéreur ordinaire. Et par ordinaire, entendons celui qui n'est pas un professionnel. D'accord. D'accord. Vous et moi. Celui qui achète un bien pour son habitation, par exemple, ou qui achète un bien de façon tout à fait classique. Alors, il y aura 4 points dans cette émission. Autant nous verrons tout à l'heure les délais de rétractation qui lui sont offerts, les conditions suspensives et la condition suspensive de prêt. Mais tout de suite, voyons avec vous, si vous le voulez bien, comment vérifier l'état civil de ces personnes. Très bien. Alors, l'état civil, c'est très important pour nous. C'est très important qu'on puisse être certain de la qualité, de la capacité de celui qui fait l'opération. Donc, il nous est indispensable d'avoir, avant d'engager plus avant le processus, il nous est indispensable d'avoir ce qu'on appelle des pièces d'état civil, notamment les extraits d'actes de naissance et les extraits d'actes de mariage. Lorsque je parle d'extrait d'acte de naissance, il s'agit bien entendu soit de l'extrait intégral, soit de la copie intégrale de l'extrait d'acte de naissance. Pourquoi l'extrait intégral? Parce que sur cet extrait figureront toutes les mentions marginales. Dans votre état civil, vous avez l'extrait d'acte de naissance qui comporte le jour de votre naissance, l'année, le nom de vos parents, mais vous avez aussi en mention marginale, il est indiqué si vous êtes marié. Il est indiqué également si vous êtes divorcé. Il est indiqué également si, depuis quelque temps, vous êtes partenaire d'un PACS. Il sera indiqué également si vous faites l'objet d'une mesure de protection particulière. Également, on peut retrouver sur les extraits d'acte de naissance si vous avez, l'extrait d'acte de mariage, pardon, si vous avez changé de régime matrimonial. Donc, les extraits d'acte de naissance, les extraits d'acte de mariage sont pour nous des indicateurs précis et précieux. Lorsque, un exemple, une personne achète un bien. Un homme vient, par exemple, il achète seul. Nous vérifions son extrait d'acte de naissance, nous voyons qu'il est marié. Nous vérifions son extrait d'acte de mariage, on se rend compte qu'il est marié sans contrat. Donc, cet homme qui vient acheter, cet homme ou cette femme, qui vient acheter un bien immobilier seul, on sait qu'il est marié sans contrat, donc qu'il est marié sous un régime de communauté, et donc le bien qu'il va acquérir, même s'il est seul ou même si la femme est seule à signer,
sera un bien de communauté. Grâce aux mentions qui figurent sur les extraits d'actes de naissance et de mariage, on sait parfaitement quelle sera la situation juridique du bien par rapport au droit de propriété. On sait que celui qui achète, étant en communauté, le bien sera un bien de communauté. Tout de suite, je vois déjà des téléspectateurs qui se disent « Mon Dieu, vous êtes en train de me dire que même si c'est avec mon argent, à partir du moment que mon épouse, je n'ai pas fait de contrat de mariage stipulant que si nous devons nous séparer, ce qui est à moi reste à moi, même si c'est intégralement que mon argent, ça veut dire que le jour s'il y a lieu de séparation, elle a des droits sur cet achat en cours de mariage. » Absolument. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que dans la mesure où vous êtes marié sous un régime de communauté, les biens qui sont acquis pendant la communauté, que ce soit par l'homme ou la femme, sont des biens de communauté, le plus souvent. Il y a des exceptions qui sont rares. L'exception la plus importante, c'est que il se peut que l'un des époux achète le bien avec une somme qui lui a été donnée. Donc s'il a reçu une somme par donation et qu'il dit dans l'acte d'acquisition qu'il achète avec l'argent qu'il a reçu de ses parents, que le conjoint intervient pour dire également qu'il reconnaît que c'est de l'argent qu'il a reçu de ses parents, à ce moment-là, le bien ne tombe pas en communauté. Mais vous notez que c'est très particulier. Il n'y a que lorsque vous faites un remploi de sommes que vous avez reçues par donation que vous pouvez extraire le bien de la communauté. Alors, mais oui. je précise quelque chose. Vous me dites avec son argent. Mais dans la communauté, il n'y a pas son argent. Il n'y a pas mon argent et ton argent. L'argent gagné par le couple, par l'un quelconque des conjoints, est de l'argent de communauté. Les gains et salaires, c'est de l'argent de communauté. Si vous êtes marié, que vous êtes seul à travailler, votre femme ne travaille pas, vous gagnez de l'argent, mais c'est de l'argent de communauté. Vous ne pouvez pas dire c'est mon argent. Vous comprenez? Oui, c'est-à-dire que nous profitons, nous connaissons notre pays, Bien entendu. Notre pays en Bien disant qu'il y a le charisme et il y a la loi. Absolument. Que chacun dit, quand on rencontre, ou tenez travailler, Voilà. on tenait témoin. Alors, Tu as ton compte, j'ai mon compte, et en plus, on fait un compte commun. Ça, c'est du charisme. Au niveau de la loi, qu'il y ait 3 comptes ou un seul compte, pour la loi, les 3 comptes, c'est un seul compte. Donc demain, quand vous achetez, c'est toujours pareil. Maintenant, je profite de cette vérification pour éclaircir tout de suite. Avant d'aller plus loin, on essaie de faire ça en à peine 1 minute ou 2 minutes. Est-ce qu'il y a, ça c'est une invitation à cette notion d'état civil, pour cette préparation ou la protection de l'acquéreur, ou c'est une obligation de notaire? C'est-à-dire le notaire ne peut prétendre vendre sans avoir fait ça du côté de l'acquéreur. mais c'est une obligation du côté du vendeur et du côté de l'acquéreur. Il nous appartient de vérifier quelle est la situation réelle de celui qui achète et même de celui qui vend. Celui qui vend, il se trouve dans une situation similaire. S'il vient vendre en disant j'ai acheté seul, je vends seul, on vérifiera quelle est sa situation. On vérifiera s'il est encore marié sous un régime de communauté. Et là, s'il est marié sous un régime de communauté, autant il a pu acheter seul, autant pour vendre, il faudra qu'il soit 2. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers au vocabulaire, donc mariage sous le régime de communauté, c'est-à-dire quand vous êtes marié, vous n'avez fait aucun contrat particulier. C'est un mariage sans contrat. Voilà, le mariage ordinaire. Ordinaire, où vous n'avez pas vu un notaire avant de vous marier, où vous n'avez pas choisi de faire un contrat de mariage. Voilà. Alors, 2 choses. Tout de suite, on essaie de faire rapidement là-dessus, puisqu'il y a 2-3 questions qui arriveront. Cette personne qui vient, je reprends le mot même s'il est déplacé au niveau juridique, avec son argent, même s'il est marié, acheter un bien qui pourrait quoi garder caché, ou même par la suite il va partager. Est-ce que cette personne, d'accord, elle vous dit qu'elle est mariée, mais elle a une possibilité de vous dire, j'achète, mais je veux que ce soit acheté en mon nom, ou alors comme vous l'avez dit, des fois la meilleure méthode c'est de venir avec son épouse et que son épouse devant vous reconnaît, ok, cette petite villa ou ce petit studio, mon mari l'achète, il le garde sous son nom en sachant qu'il n'y avait pas de contrat de mariage. Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que si celui qui achète avec une somme qui lui a été donnée par ses parents, c'est une somme qu'il a reçue par donation. Un héritage. Ou une somme qu'il a reçue par succession. On sait que les biens reçus par donation, par succession, ne sont pas des biens de communauté. Est-ce qu'aussi là-dedans on peut mettre l'argent gagné au loto ou au PME? Non, ça c'est de l'argent de communauté, c'est pas... D'accord, c'est pas c'est de la- au moins avec c'est donation, succession. D'accord. Les sommes, parce que quand vous avez joué au loto, vous avez bien joué avec l'argent de la communauté. D'accord. C'est-à-dire, vous avez pris 500 francs, je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est de l'argent de la communauté. D'accord. Même si c'est de l'argent que vous avez gagné par votre travail, je rappelle que l'argent du travail, c'est de l'argent de communauté. D'accord. Bien. Donc, il n'y a que les sommes qui vous ont été données par vos parents
ou que vous avez reçus par succession, qui sont des sommes propres. Ce sont des biens propres qui ne tombent pas en communauté. Donc si avec cet argent-là, imaginons vous avez reçu au mois de décembre une somme par succession, 3 mois après vous dites je vais acheter un bien et vous déclarez dans l'acte d'achat que vous achetez seul et que ce bien vous appartient parce que vous payez avec de l'argent que vous avez reçu par succession. Faut-il le préciser? Si vous ne le précisez pas, c'est pas bon. Il faut le préciser et il faut aussi que votre conjoint intervienne pour dire qu'elle reconnaît ou qu'il reconnaît que c'est bien de l'argent de succession et que ce n'est pas de l'argent de la communauté. D'accord. Donc il ne faut pas simplement venir avec la preuve que c'est un héritage, mais il faut que le conjoint soit aussi présent pour attester. Que le conjoint soit présent pour attester, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est un luxe. Un luxe de précaution. Mais si vous pouvez reconstituer la preuve parfaite que c'est de l'argent qui est sorti d'un héritage et qui a servi immédiatement à être employé dans un bien, dans l'acquisition de biens, ça ne pose pas de difficulté. Le fait de faire intervenir le conjoint, pour nous, c'est important parce que ça permet de dire que désormais, il n'y aura plus de problème. Voilà. Alors, tout de suite, pour conclure là-dessus, parce qu'on a ouvert une brèche et nous sommes partis dans l'état civil, je vous rappelle. Voilà. Est-ce qu'il y a une opportunité quand vous vérifiez cet état civil qui est de dire effectivement il est marié, c'est l'argent commun, mais lui considère d'un point de vue charismatique que voilà, il a 300 000 euros qu'il a gagné, peut-être même en tout cas qu'il a économisé avant son mariage ou pendant son mariage, mais il veut que le studio qu'il s'achète à Paris ou en Martinique, etc., reste sur son nom à lui, même si vous avez dit au point de vue légal, l'argent qu'il a gagné même tout seul appartient à son épouse ou son époux. Ce qu'il peut faire pour que ce studio reste que à lui? Non. C'est pas possible. Le studio ne restera pas à lui. Vous parlez de lui, donc vous parlez d'un homme. D'un homme ou de la femme qui vit tout seul. C'est valable aussi pour la femme. Vous êtes marié sous un régime de communauté, on est bien d'accord. Si l'un de vous achète seul, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire, il peut garder son titre de propriété tout seul, le bien est à son nom, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est un bien de communauté. Cela signifie que le jour où vous vous séparez, il faudra tenir compte de ce bien-là et le partager par moitié. Le jour où vous décédez, ce bien-là tombe en communauté. Donc votre conjoint reçoit la moitié de la valeur. Alors, je vous laisserai reprendre le cours de l'émission, parce que nous sommes déjà à 12 minutes. Est-ce que l'astuce, je m'excuse d'être un petit peu légèrement... Vous allez chercher l'astuce. Voilà. Qui serait peut-être le jour de l'état civil que cette personne achète, mais dit j'achète pour mon fils ou ma fille. Et à ce moment-là, comme ça ne lui appartient plus, il n'y a pas moyen, lors de la séparation, de dire que l'épouse ou l'époux veut sa part. Non, mais quand vous achetez pour votre fils ou votre fille, vous parlez d'un enfant mineur. Partons des deux cas. Oui, mais si l'enfant est mineur, on ne voit pas trop bien comment il peut avoir de l'argent pour acheter un bien. Donc il faudra l'expliquer, là aussi. Et si c'est un majeur? Si c'est un majeur, il n'a pas de raison que ce soit vous qui achetiez à son nom. C'est lui qui achète directement. Vous ne pouvez acheter qu'au nom d'un enfant mineur. Quand on passe par voie notariale, aujourd'hui, on ne peut pas acheter un studio à Paris pour l'un de ses enfants et mettre le studio en son nom, par exemple. Non, attendez, si vous achetez pour un enfant mineur, il est clair que l'enfant mineur étant dans l'incapacité juridique de venir signer, ce sont les parents qui signent. D'accord? Les parents signent, mais c'est l'enfant qui achète. D'accord. Donc, dans l'acte, il est bien porté que c'est l'enfant X qui est propriétaire, mais qu'il est représenté par ses parents. Entre-temps, les parents se séparent. Non, attendez. Par contre, si l'enfant est majeur, on ne peut plus dire que ce sont ses parents qui signent pour lui, puisqu'il a la capacité juridique. Même si l'argent ne vient pas de lui. Ah, ça, c'est son problème. Il achète un bien. Alors, si l'argent vient de quelqu'un d'autre, qu'il veuille le dire, si ce sont ses parents qui ont donné de l'argent, il a le droit de le dire, qu'on va donner de l'argent. Mais faire acheter un studio par ses parents si vous êtes majeur, c'est pas possible. Si les parents achètent, ils achètent en leur nom. Et si c'est vous qui achetez en tant que majeur, vous achetez en votre nom. Donc les parents peuvent acheter pour vous et mettre votre nom que si vous êtes mineur. Si vous êtes mineur. Séparation entre-temps. L'enfant est toujours mineur, tout est à son nom, mais l'argent vient que du père ou que de la mère. Est-ce que, très rapidement, ce n'est pas l'objet de l'émission, l'enfant risque en théorie de perdre ce bien par rapport à des questions de séparation? Non, les parents se séparent. Je reprends le schéma. Le père, par exemple, a acheté au nom de son fils mineur. Bon, il a acheté en disant que c'est le fils qui est propriétaire et c'est lui qui intervient pour le représenter. Bon. Les parents se séparent ensuite. Mais c'est l'enfant qui est propriétaire. D'accord. Il est propriétaire, il n'a pas, il n'est pas concerné par la séparation qui est intervenue entre ses parents. Il est propriétaire, son droit de propriété existe, on ne peut pas le remettre en cause. D'accord. Je vous remercie. Je m'excuse d'avoir fait cet écart. C'était normal. Vous savez que lorsqu'on démarre dans des problèmes d'état civil, on élargit le champ forcément et on arrive à toutes sortes de
d'hypothèses. Bon, sur l'état civil, on verra si oui ou non vous êtes divorcé, parce que vous avez aussi des cas de figure où vous avez des gens qui achètent, ils sont mariés, ensuite ils divorcent, et ils sont persuadés qu'ils peuvent encore vendre seuls. Et c'est là qu'on se dit, mais attendez, vous êtes divorcé, est-ce que vous avez partagé le bien, etc. Donc l'état civil nous sert à déterminer quelle est la possibilité juridique de celui qui vend et de celui qui achète. Merci. Voilà. Alors, comme nous sommes déjà à 15 minutes, aujourd'hui, protection de l'acquéreur ordinaire, entendons quelqu'un qui n'est pas un professionnel de l'achat ou de la vente immobilière, vérification de l'état civil, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Alors, on commence par vérifier l'état civil, ça c'est le bœuf à bas. Il faut commencer par là. Ensuite, il y a des protections particulières concernant l'acquéreur d'un bien immobilier. La protection est allée crescendo et on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle la rétractation. On part du principe que celui qui achète un bien immobilier s'est peut-être laissé surprendre. Vous savez, c'est le principe du coup de cœur. Vous arrivez, vous voyez un bel appartement, comme on dit, vous flashez et vous signez un compromis de vente ou une promesse de vente. Vous dites, bon, ça m'intéresse, je signe, je prends. Eh bien, la loi dit, il se peut que les gens qui ont acheté dans ces conditions-là n'ont pas bien mesuré l'étendue de leurs engagements. Donc on va leur donner une chance supplémentaire. On leur dira, vous avez un délai de 7 jours pour vous rétracter. Alors imaginons que vous êtes venu, vous avez signé une promesse de vente pour acheter un bien à usage d'habitation, vous achetez un appartement, une maison, vous avez signé la promesse de vente parce que vous avez eu un coup de cœur, et puis dans les 7 jours qui suivent, vous réfléchissez un peu et vous vous dites, ça ne m'intéresse plus, je ne pourrai pas payer, donc je me rétracte. Ce qui signifie que le vendeur, lui, est dans l'attente, pendant au moins 7 jours, dans l'attente de la confirmation qu'il va bien vendre, puisque vous n'êtes pas encore définitivement lié. Alors quand je dis 7 jours, en fait, c'est plutôt 10 jours. Pourquoi? Parce que le délai de 7 jours court à compter du lendemain du jour où vous avez reçu la notification de la promesse de vente. Donc vous signez une promesse de vente, celui qui l'a signé, si c'est un agent immobilier, il doit vous l'envoyer par lettre recommandée, et le délai court à compter du jour où vous l'avez reçu. Il ne peut pas vous la donner devant vous. Jusqu'à présent, seuls les notaires peuvent remettre le document de la main à la main. Si c'est quelqu'un d'autre, si ce n'est pas un officier public, il faut qu'il l'adresse en recommandé avec accusé de réception. Aujourd'hui, le notaire peut vous remettre la copie de l'acte dès qu'il l'a signé, et le délai court à compter du lendemain du jour où il vous l'a remis. Et 10 jours parce que c'est les jours ouvrables. Voilà, non, quand on dit 10 jours, c'est parce que le temps d'envoyer la lettre recommandée, que vous la receviez, ça fait en gros 10 jours. Donc pendant ce temps-là, l'acquéreur, lui, il est protégé. Il sait qu'il peut encore se dédire, il peut revenir sur sa parole, et il revient sur sa parole sans avoir à craindre quoi que ce soit. Il n'a pas de justificatif à donner. Si par hasard il a versé une somme, c'est-à-dire que s'il a signé devant un officier public, cette somme lui sera restituée sans aucun prélèvement. Sans aucun, c'est-à-dire intégralement? Rien du tout, intégralement. Hein, c'est la règle. Il a 7 jours pour que 100% de son argent lui soit rendu. 100% de son argent lui est remis, il n'y a aucun problème. Alors, et il n'y a pas de contestation possible là-dessus, c'est la loi. Ça, c'est quand c'est fait devant le notaire ou c'est la loi française? C'est la loi française. Quand c'est fait devant un agent immobilier ou un autre, un avocat, peu importe, vous avez, quel que soit, 100%. Quel que soit, vous avez 7 jours pour vous rétracter. Si dans ce délai, vous vous rétractez, c'est-à-dire que vous dites je ne veux plus faire affaire, je ne peux plus faire affaire. D'ailleurs, vous n'avez pas de justificatif à donner. On doit vous vendre votre argent. Ça, il n'y a pas de... Quel que soit l'intermédiaire, société immobilière, particulier à particulier, il a l'obligation de vous dire... Voilà. C'est une règle d'ordre public qui protège l'acquéreur immobilier qui achète une maison d'habitation, qui n'est pas un professionnel et qui pense la loi, a pu se tromper. Alors, ou a pu s'emballer. Je vois des personnes nous dire, ah oui, mais moi j'ai vécu ça. On m'a dit, ah non. Ou d'un point de vue charismatique, on m'a fait comprendre que la loi dit que 10% des sommes déposées, ou un certain pourcentage des sommes déposées, ou alors sous le contrat, il y avait une sorte de pré-contrat signé, on me disait que les sommes déposées n'étaient pas récupérables. Mais non. Un pourcentage. Je parle pas devant notaire, je parle devant un particulier. Quel que soit. Ça, c'est un faux document. Je ne dis pas que c'est un faux document, je dis que c'est un document... La loi ne dit pas ça. Ces documents dont vous parlez seront réputés non écrits. La clause en question sera réputée non écrite. Ça veut dire qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Si vous dites... C'est une invention. Voilà. Si vous dites que on va quand même garder un petit chouïa,
ben, vous pouvez toujours le dire, mais ça n'a aucune valeur. Donc Alors, on dit dans ces conditions que c'est une clause qui est réputée non écrite. C'est comme si elle n'existait pas. Alors, si les personnes qui nous regardent nous disent, mais je suis en train de vivre cette situation, c'est-à-dire je suis en train de négocier un achat, que ce soit par une société immobilière ou un particulier, ou d'autres, hein, il y a des systèmes de timeshare, etc., où avant même, on vous dit déjà sur papier que non, un contrat dépasse la loi à partir du moment où il est consenti entre les deux personnes, et moi je vous dis, il faut déposer 300 euros ou voyez, 1000 euros pour aller plus loin, et que sur le papier c'est écrit non remboursable. Donc si quelqu'un nous écoute et sait qu'en ce moment il est en train de vivre cette situation, c'est une preuve que cette personne va se faire, entre guillemets, avoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il disparaisse de cette affaire avant d'aller plus loin. Oui, qu'il disparaisse, parce que ce n'est pas... C'est déjà une sorte de faux document. C'est pas bon signe. En tout cas, c'est pas bon signe. Voilà. Si vous achetez une maison d'habitation, un appartement pour habiter, et que l'on vous dise que si vous versez une somme et si vous vous rétractez dans les délais de 7 jours, on va garder un certain pourcentage, c'est absolument faux. Ce n'est pas possible. Il faut vite vous sortir de ce guêpier et demander à celui qui vous a peut-être déjà pris de l'argent de vous le restituer immédiatement, sinon vous consultez votre avocat. D'accord. Donc voilà. À ce moment-là, dans cette situation, le seul recours, c'est le tribunal. C'est pas les notaires. Oui, non, mais on n'est pas des magistrats. Nous sommes des magistrats de l'amiable. Disons-le franchement. On est des magistrats de l'amiable. On n'est pas. Pour que les gens ne vous appellent pas. Ah non, mais je ne peux rien faire pour eux. Je veux dire, il y a une loi. À partir du moment où elle n'a pas été respectée, vous faites appel à ceux qui font respecter la loi, c'est-à-dire les avocats qui vont devant les tribunaux. Oui, bien sûr. Vous allez devant les tribunaux assistés par un avocat. D'accord. Voilà. Nous parlons des délais de rétractation. Alors, ce délai de rétractation est de 7 jours. Je vous dis qu'il est d'ordre public. On ne peut pas vous l'enlever. Et là, ce n'est pas négociable. C'est une protection très forte de l'acquéreur parce que, encore une fois, pendant 7 jours, le vendeur, lui, ne peut rien faire. Il est obligé d'attendre et il ne peut pas faire une pression quelconque sur vous. Il est tenu d'attendre. Voilà. Ça, c'est un premier délai. Je redis encore la phrase, on ne fait pas long. Hein. Quelqu'un me dit qu'il faut déposer un chèque parce que lui, il ne peut pas se permettre de bloquer sa maison ou sa villa pendant 7 jours, le temps qu'on le réfléchisse, etc. Dès que quelqu'un nous dit qu'il faut déposer un chèque, même s'il n'est pas encaissé, on se retire de là. Non, c'est pas ça. C'est toujours pas ça. Vous pouvez déposer un chèque. Mais il ne peut pas être encaissé. Non, c'est pas. Vous déposez un chèque. Bon, il est encaissé ou il n'est pas encaissé, c'est 7 jours. Mais si vous vous rétractez, il faut qu'on vous restitue l'intégralité. 100%. 100%, c'est ce que je vais vous expliquer. On ne doit pas garder une partie dessus. On doit vous le rendre. Mais si vous vous engagez dans un contrat de promesse de vente avec quelqu'un, il est normal qu'il vous dise « Attendez, il faut quand même que je sois sûr que votre engagement est sérieux. » Donc quand vous êtes devant un notaire ou devant quelqu'un d'assermenté ou d'habilité, il faut pouvoir verser ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation. Mais c'est pour le cas où vous vous rétractez, où vous dites « Je ne fais plus affaire », il faut qu'on vous rende l'intégralité de votre somme. Et ceci sans condition particulière. Il n'y a pas de justifié. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Vous n'avez pas à justifier pourquoi vous vous rétractez. Voilà. Vous parliez maintenant... Alors, à part le délai de rétractation, vous avez d'autres conditions qui peuvent permettre à l'acquéreur de sécuriser son acquisition. Il y a les conditions suspensives. Donc, les conditions suspensives, ce sont des conditions qui, si elles ne se réalisent pas, vous autoriseront à ne pas acheter sans que vous ayez, là encore, à perdre de l'argent. Une condition suspensive, on va dire une condition suspensive classique, celle qui consiste à dire il ne faut pas que la mairie préempte. Vous savez, alors la mairie, dans toutes les communes, la plupart des communes en Guadeloupe, autant que je me souvienne, dans toutes les communes, il existe ce qu'on appelle un droit de préemption. La mairie a le droit, lorsque vous vendez un bien, de préempter, c'est-à-dire de se porter acquéreur à la place de votre acquéreur, dans la mesure où elle le fait dans un intérêt public. Ne peut pas le faire comme ça. Hein. Bon. Donc, si la mairie fait jouer son droit de préemption, donc c'est une condition suspensive, l'acquéreur est évincé, il ne peut plus acheter puisque la mairie achète. Et dans ces conditions, il faut lui rendre l'indemnité qu'il avait, là encore, déposée, et vous lui rendez intégralement. Il peut y avoir des conditions suspensives qui concernent un permis de construire. L'acquéreur peut très bien dire, pour me protéger, je veux bien signer la promesse de vente, mais je vous préviens qu'avant la signature de l'acte de vente, il faut que j'ai obtenu un permis de construire. Donc, quand vous avez ce genre de conditions suspensives, ce sont des conditions qui font que des délais s'allongent
puisque ce sont des clauses qui préparent la vente définitive. Il faut qu'entre la promesse de vente et la vente, imaginons que l'acquéreur vous ait dit qu'entre la promesse de vente et la vente, il faut que j'ai obtenu un permis de construire. Je ne signe pas la vente tant que je n'ai pas le permis de construire, puisque c'est une condition suspensive. Un permis de construire jusqu'à présent, ça prenait 2 mois, 3 mois. Mais en plus, vous avez les délais de recours. Les délais de recours, de contentieux. Lorsque vous avez un permis de construire, il faut l'afficher sur le terrain. Ça fait courir le délai de recours des tiers. Le délai de recours des tiers, c'est 2 mois après l'affichage sur le terrain. Donc vous voyez tout de suite que quand vous demandez une condition suspensive d'obtention de permis, le délai n'est plus de 2 mois ou 3 mois, mais il est tout de suite de 5 ou 6 mois. Autant de délais qui font que, entre la promesse de vente et la vente, il se peut qu'il y ait beaucoup de travail et que les gens s'impatientent parce qu'ils ne comprennent pas trop bien pourquoi tous ces délais viennent s'accumuler. Alors les conditions suspensives sont très importantes. Et il y en a une sur laquelle il faudrait insister plus particulièrement, c'est la condition suspensive d'obtention du prêt. Alors c'est une condition suspensive lorsque on parlait d'un acquéreur ordinaire. L'acquéreur ordinaire, celui qui achète une maison d'habitation. À titre personnel. À titre personnel, il bénéficie d'une condition suspensive automatique, celle-là, qu'on appelle la condition suspensive de la loi Scrivener. C'est une condition qui vous permet de dire que vous avez recours à un prêt et si vous n'obtenez pas le prêt en question, vous ne pouvez pas faire l'opération, vous reprenez votre liberté et là encore, vous ne perdez pas d'argent. C'est-à-dire 100%. que les sommes que vous avez versées à titre d'indemnité d'immobilisation, de dépôt de garantie, ces sommes-là vous sont rendues intégralement. C'est la loi. C'est la loi, absolument. Et c'est une condition suspensive qui est très importante, puisque si vous déclarez que vous n'avez pas recours à un emprunt, que vous ne faites pas de prêt, il faudra que vous écriviez de votre main, dans l'acte de promesse de vente, que je déclare ne pas avoir recours à un emprunt, etc., etc. Il faut l'écrire de votre main. Et si vous ne l'écrivez pas, eh bien, vous êtes supposé avoir signé la promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. Donc, c'est une condition très protectrice de l'acquéreur et qui gêne souvent le vendeur parce que lui, il se dit qu'il faut attendre encore le délai que la personne obtienne son prêt et on ne peut pas l'enlever. Monsieur Sylvain Tantin, je vous remercie énormément. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre des notaires de la Guadeloupe. J'ai ce sentiment de voir des téléspectateurs et auditeurs qui disent « Mais attendez, moi je suis dans une agence immobilière, donc pas chez les notaires, qui m'ont dit qu'à côté du contrat d'achat, qu'on me faisait signer un document ou un dépôt financier pour me dire le fait de passer par l'intermédiaire d'une agence immobilière, il me fallait déposer, je ne sais pas, 200 € et que même si ma banque entre-temps me disait non, que ces 200 €, je ne les retrouverai pas. Non, si votre banque vous dit non, si vous n'obtenez pas... Quelles que soient les sommes, c'est une condition suspensive. même s'ils les ont encaissés, doivent vous faire un chèque. Ah oui, on doit vous rendre votre argent. L'indemnité que vous avez versée doit vous être rendue. Les formules, frais de dossier, ça c'est du baratin juridique. Non, attendez. Quand je parle, si vous avez des frais de dossier... Non, si vous dites qu'eux, ils ont engendré des frais de dossier pendant les 3 mois. Les choses sont très claires. Vous avez, quand vous signez une promesse de vente, ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation qui représente entre 5 et 10% du prix, et il se peut que celui qui rédige la promesse de vente vous fasse payer les frais de rédaction. 100 €, 150, j'en sais rien. Bon, ça, les sommes que vous avez payées au titre des frais de rédaction, ça, ce sont des sommes qui sont perdues. Il y a une appellation précise, frais de rédaction. Ce sont des frais, des honoraires. C'est pas frais de dossier. Non, enfin, je ne sais pas s'ils appellent ça frais de dossier, mais c'est peut-être des frais, parce que nous, on ne pratique pas ainsi. Mais les sommes dont je vous dis qu'elles doivent être restituées intégralement, ce sont toutes les sommes, ce sont les sommes qui sont versées à titre d'acompte ou d'indemnité d'immobilisation. C'est-à-dire les 5 ou 10. Vous achetez un bien 25 000 €, on vous demande de verser 2 500. Donc ces sommes-là doivent vous être restituées intégralement. Mais il n'y a pas non plus on ne vous fait pas payer des frais à l'infini. Monsieur Malael, quand vous allez acheter un bien dans une agence immobilière, je ne pense pas qu'on vous fasse payer des sommes à l'infini. C'est pour être sûr que nous rassurons à 100% tous ceux qui nous regardent. Il nous reste même pas une minute normalement. Oui. Qu'est-ce que nous avons omis ou il faut insister là-dessus? Non, il faudrait vraiment insister sur le fait que l'acquéreur immobilier bénéficie d'une protection qui lui est donnée par la loi, que quelles que soient les bonnes volontés de part et d'autre, il y a certaines clauses qu'on ne peut pas contourner. Le délai de rétractation de séjour, on ne peut pas faire l'impasse.
la condition suspensive de prêt, on ne peut pas non plus faire l'impasse, sauf si la personne décide d'écrire qu'elle refuse de faire un emprunt. La condition suspensive du droit de préemption, on ne peut pas faire l'impasse. Donc toutes ces conditions, pour qu'elles soient réunies, exigent qu'un certain délai s'écoule. Et c'est ce délai qui est nécessaire avant que le notaire ne puisse vous convoquer pour la signature de l'acte de vente. Il faut respecter tous ces paliers successifs de façon que les intérêts de chacun soient protégés, que la protection mise en place par la loi pour l'acquéreur soit efficace et pour que nous puissions signer en toute sérénité. Maître Sylvain Tantin, alors nous rappelons aux téléspectateurs et auditeurs qu'aujourd'hui c'était la préparation du contrat de vente qui fait suite à une émission intitulée Promesse de vente. Donc nous vous invitons à réécouter ou revoir ces fameuses diffusions. Cette émission d'aujourd'hui en fait est en deux grandes étapes. Aujourd'hui nous parlions surtout de la protection des acquéreurs ordinaires, entendez, les acquéreurs à titre personnel, donc non professionnel, enfin à besoin non professionnel. Mais à côté il y a une autre émission sur celle relative aux vendeurs. Donc à vous de regarder ou d'écouter ce même média en tout cas. Maître Sylvain Tantin, encore une fois, merci. Vous êtes le président de la Chambre des notaires. Et très certainement à bientôt, puisqu'il y a beaucoup de thèmes. Et la population vous remercie pour votre disponibilité. À bientôt. Lui qui achète un bien pour son habitation, par exemple, ou qui achète un bien de façon tout à fait classique. Alors, il y aura 4 points dans cette émission. Autant nous verrons tout à l'heure les délais de rétractation qui lui sont offerts, les conditions suspensives et la condition suspensive de prêt. Mais tout de suite, voyons avec vous, si vous le voulez bien, comment vérifier l'état civil de ces personnes. Très bien. Alors, l'état civil, c'est très important pour nous. C'est très important qu'on puisse être certain de la qualité, de la capacité de celui avant de signer un contrat de vente. Il y avait des préparatifs. On signait en général un compromis de vente ou une promesse de vente, ce que nous appelons de façon générale un avant-contrat. C'est un contrat qui permet de figer et de fixer les volontés des parties. Donc une promesse de vente où il y a un vendeur qui promet de vendre et un acquéreur qui promet d'acquérir. Une fois que la promesse de vente est signée, on part du principe donc que les gens sont d'accord sur ce qu'ils vendent de côté et ce qu'ils achètent de l'autre, et ils sont d'accord également sur le prix. Une fois que cette promesse de vente est signée, l'acquéreur ordinaire, c'est-à-dire l'acquéreur qui n'est pas un professionnel. Merci. Alors, d'autant dans cette notion de préparation au contrat de vente, ou si vous préférez, avant la vente, il y a à la fois vu pour la protection du vendeur. Bien sûr. Donc nous vous invitons à rester à l'écoute pour cette émission si vous êtes concerné par vous en tant que vendeur. Mais aujourd'hui, pendant moins de 30 minutes, nous verrons la protection de l'acquéreur ordinaire. Et par ordinaire, entendons celui qui n'est pas un professionnel. D'accord. D'accord. Vous et moi. Je l'indiquais, il y a un certain délai qui est nécessaire pour arriver à la signature de l'acte authentique de vente, l'acte définitif, qui constituera le titre de propriété de l'acquéreur. Ces délais qui peuvent paraître longs pour certains sont malgré tout nécessaires pour un certain nombre de vérifications. Nous verrons aujourd'hui, si vous le voulez, plus particulièrement des vérifications qui porteront sur les protections ou la protection que la loi donne à la... Maître Sylvain Tantin, bonjour. Bonjour. Nous rappelons que vous êtes le président de la Chambre des notaires de la Guadeloupe. Et avec vous aujourd'hui, nous traiterons de grands thèmes sur la base de l'immobilier et de la nécessité par voie notariale. Mais aujourd'hui, autant nous allons parler de la préparation du contrat de vente, mais surtout aujourd'hui de la protection de l'acquéreur de manière ordinaire. Mais faites-nous un appel sur un thème que nous avions vu, sur les préparatifs à l'acte de vente lui-même. Voilà, en à peine 2 minutes. Très bien. Nous avions vu que